dimanche 9 avril, bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde et à la une de l'actualité africaine aujourd'hui. Un dimanche des rameaux sanglants en Égypte, 2 attaques visant des églises coptes ont fait au moins 44 morts à Tanta et Alexandrie, des attentats revendiqués par le groupe de l'État islamique. C'est une crise oubliée, mais aujourd'hui des témoignages dénonçant le racket des habitants et une vidéo très embarrassante remet le Burundi au premier plan de l'actualité. Avec nous l'avocat Léon Lev Foster, qui fait partie de ce collectif d'avocats qui ont décidé de saisir la Cour pénale internationale. L'artisanat comme levier économique, c'est le thème de l'Afrique en marche. Aujourd'hui, nous recevons Essie Kodjo, créatrice audacieuse qui a réussi son pari de produire des sacs et autres accessoires 100% Togo. En pleine fête des rameaux et à 3 semaines de la visite du pape, le groupe de l'État islamique a donc frappé fort en Égypte aujourd'hui. 2 attentats ont visé des églises coptes. La première attaque a eu lieu à Tanta. Quelques heures plus tard, une autre attaque avait lieu à Alexandrie. Le bilan est d'au moins 44 morts, mais Valou. Les chaînes de télévision égyptiennes diffusent en boucle ces images, tournées avec des téléphones portables, au milieu du chaos et de la foule paniquée. L'attentat vient d'avoir lieu en pleine célébration de la fête des rameaux. L'église copte Mar Girgis de la ville de Tanta, située à une centaine de kilomètres du Caire, était pleine à craquer. Un carnage. L'explosion a eu lieu au milieu des premiers rangs, près de l'autel, ne laissant aucune chance aux fidèles. Alors qu'à Tanta, on évacue les blessés pouvant l'être et que le bilan s'aggrave d'heure en heure, un kamikaze se fait sauter à Alexandrie. Ici, devant l'église Saint-Marc. Le terroriste a tenté d'y pénétrer avant d'en être empêché par la police. Le pape copte orthodoxe se trouvait à l'intérieur. Il est sain et sauf. À l'extérieur, les ambulances se succèdent. Leurs sirènes masquent à peine les cris de désespoir. Les chrétiens d'Égypte, une nouvelle fois massacrés. Le groupe État islamique a très rapidement revendiqué les 2 attaques, perpétrées moins de 3 semaines avant la visite du pape François en Égypte. Lorsque le souverain pontife apprend la nouvelle, il est lui-même en train de célébrer la messe des rameaux, place Saint-Pierre. J'exprime mes profondes condoléances à mon cher frère, Sa Sainteté le pape Tavadros II, à l'église copte et à toute la chère nation égyptienne. Que le Seigneur convertisse les cœurs de ceux qui sèment la terreur, la violence et la mort, et aussi le cœur de ceux qui fabriquent les armes et en font commerce. Les coptes orthodoxes d'Égypte forment la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient. Ils constituent aujourd'hui 10% de la population égyptienne. Mais ils fuient leur patrie, le président Sisi se révélant incapable de les protéger, contrairement à ses engagements. Et l'Égypte, effectivement, qui redoute de nouvelles attaques, puisque le président égyptien vient de déclarer l'état d'urgence. Un peu plus tôt, Abdel Fattah al-Sisi avait demandé à l'armée de se déployer pour protéger les infrastructures vitales du pays. 48 heures après la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre en République démocratique du Congo, l'Union européenne a réagi. Bruxelles redoute des débordements à Kinshasa, malgré la main tendue de Bruno Tshibala à ses anciens amis de l'opposition. La tension ne retombe pas pour Félix Tshisekedi, qui est à la tête du rassemblement de l'opposition. Sa nomination est la conséquence des tripatouillages du pouvoir et il appelle à une mobilisation pacifique du peuple congolais. Ce lundi, on l'écoute. Le rassemblement constate que M. Joseph Kabila, qui a perdu toute légitimité comme président de la République depuis le 19 décembre 2016, a délibérément pris le parti de multiplier, en ce moment pourtant critique, des manœuvres politiciennes qui enfoncent davantage la République démocratique du Congo dans le chaos. M. Joseph Kabila s'érige désormais en principal obstacle au processus démocratique, faisant de notre pays une zone d'instabilité et une menace pour la paix et la sécurité internationale. Et des manifestations qui sont interdites par la police, apprend-on ce soir, car elles comportent des germes de l'insurrection. Je cite, selon le porte-parole de la police, nous reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions sur cette actualité.
Le président du Bénin renonce à la révision de la Constitution. 4 jours après le rejet du Parlement, Patrice Talon a accordé un entretien à la télévision nationale samedi soir. Pour lui, le rejet du texte ne tient pas à des réticences rationnelles, mais à un blocage politique. Le chef de l'État, qui fêtait vendredi le premier anniversaire de son accession au pouvoir et qui admet retenir une leçon de cette séquence politique, Patrice Talon affirme avoir compris que la fonction présidentielle était d'abord politique. Voilà bientôt 2 ans que le Burundi est en crise depuis le 25 avril 2015, lorsque le président burundais Pierre Nkurunziza a annoncé qu'il se représenterait pour un 3e mandat. Des centaines de milliers de personnes depuis ont fui le pays. Il y a eu aussi des centaines d'exécutions sommaires. Avec nous, Léon Lev Foster. Vous faites partie de ce collectif d'avocats qui ont décidé de saisir la Cour pénale internationale, mais aussi le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme au nom d'une dizaine de familles de victimes. 1 an après, où en est la procédure et est-ce qu'on a des chances de la voir aboutir un jour? Aboutir, oui, mais ce sera toujours trop long pour les victimes, pour les familles des victimes, pour les personnes torturées, pour les personnes exécutées et pour les femmes violées. Et dans ce contexte-là, le 30 septembre 2016, l'ONU a décidé qu'une commission d'enquête allait s'être formée avec des enquêteurs. Ces enquêteurs, nous sommes en relation avec eux de façon à pouvoir leur donner tous les éléments de preuve que nous avons collectés, puisque nous avons été mandatés par plus de 600 victimes et familles de victimes pour pouvoir faire en sorte que l'impunité ne soit pas l'élément qui permet au génocide et aux tortures de continuer. Alors, cette semaine, une vidéo montrant des Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti du CNDD-FDD au pouvoir, en train de chanter. On les a vus bien alignés, ils chantaient un chant guerrier appelant au viol des femmes opposantes. On écoute. Léon Lev Foster, on peut imaginer que ces jeunes qui sont en train de chanter comme ça, bien alignés, bien habillés, en ayant revêtu quasiment, on va dire, le costume du CNDD-FDD, échappent au pouvoir, qu'ils puissent entonner des chants appelant, incitant au viol des femmes, sans que le pouvoir soit au courant? Cela paraît tout à fait impossible. Cette manifestation se fait devant les locaux du CNDD. Elle est organisée. Les personnes qui chantent ont appris ce chant, le scandent d'une façon collective, sont accompagnés par des meneurs, et nous assistons à quelque chose qui donne froid dans le dos. Et qui rappelle de mauvais souvenirs. Et qui rappelle de mauvais souvenirs. C'est la préparation à la haine, c'est la formation au viol. Il faut savoir que le viol de masse fait partie des processus génocidaires. C'est une arme de guerre. Et c'est une arme de guerre. Mais c'est pas simplement individuellement la férocité de la dégradation de chaque être humain. C'est fondamentalement une façon de vouloir mépriser, détruire toute une population. Et là, nous assistons à ce phénomène qui, dans un premier temps, a été contesté par le pouvoir, qui ensuite a évoqué un écart de langage, alors que nous avons des personnes en uniforme, qui sont scandés par des meneurs et qui préparent à des actes dont nous savons qu'ils seront destructeurs. Et puis il y a aussi ces témoignages qui ont été recueillis dans le quartier de Chibitoke à Bujumbura. Le parti au pouvoir est accusé de faire payer aux habitants des cotisations forcées. On voit tout cela en images avec Antoine Delpierre. Depuis son accession au pouvoir, le CNDD-FDD est-il devenu une entreprise mafieuse qui raquette les Burundais à l'échelle nationale? Dans le 3e pays le plus pauvre du monde, le parti a mis en place un système de cotisation forcée, officiellement pour aider au développement local ou pour bâtir des écoles. Mais d'après les habitants de la province de Cibitoke qui acceptent de parler malgré la peur des représailles, ces contributions obligatoires servent en réalité à construire les permanences du parti ou des monuments à sa gloire. Il y a des permanences qui se construisent sur les collines où on exige de tout Burundais et tout étranger qui habite sur ces collines de payer une contribution afin qu'ils puissent construire leur permanence. Fixés à l'avance, les montants de ces cotisations sont modulés en fonction de la profession. Tous les Burundais, riches ou pauvres, sont touchés.
Ceux qui ont des boutiques, des kiosques, des bistrots, même ceux qui n'ont rien, on leur demande des contributions pour le parti. Et celui qui refuse de donner est considéré comme un ennemi. Personne n'a donné de son plein gré. On nous a forcés. Nous demandons que le parti cesse de nous intimider. Une intimidation exercée, d'après les habitants de cette province, par les Imbonerakure, ces membres de la Ligue de jeunesse du CNDD-FDD, qualifiés de milices par l'ONU, les percepteurs en quelque sorte de cet impôt obligatoire, pourtant nié par le secrétaire général adjoint du parti, pour qui toutes les contributions seraient volontaires. Léon Leffoster, vous avez recueilli vous aussi des témoignages de ce racket organisé. Nous avons un certain nombre de témoignages, de preuves qui sont récoltés, qui seront fournis aux organismes internationaux. Mais c'est la logique d'un système qui, détruisant une partie de sa population, ne rendra pas indemne le reste de sa population. Léon Leffoster, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous. Au Sénégal, la centrale de la discorde face au sempiternel problème d'électricité, l'État sénégalais a lancé un plan énergétique et notamment la construction de la centrale à charbon de Sendou, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Un projet très polluant selon les riverains, mais les autorités refusent de céder. Commentaire de Thibaut Cavaillet sur des images de Loup Garçon. Ils avaient déjà d'un côté la mer et la montée des eaux qui grignotent leurs maisons. Ils ont maintenant la centrale électrique qui menace avec son charbon. En 2013, les habitants de Bargny ont vu l'implantation de cette centrale d'un mauvais œil. À 500 mètres. Trop proche des habitations, trop polluante. Une partie d'entre eux s'est alors battue contre, longtemps, mais en vain. Face à l'avancée des travaux, ils proposent désormais une alternative. Nous avons proposé la substitution du charbon par le gaz, étant donné que le gaz est moins polluant et c'est sûr que les effets négatifs vont être diminués de plus de 30%. Leur argument, l'inscription récemment dans la constitution sénégalaise du droit à un environnement sain. Car dans cette ville qui vit surtout de la pêche, on s'inquiète des retombées de particules de charbon. Mais voilà, le pays doit faire face à des coupures d'électricité fréquentes. Cette centrale est l'une des 6 prévues par le plan Sénégal émergent pour rendre le pays autonome en énergie. La Banque africaine de développement, qui a participé au financement du projet de 200 millions d'euros, s'est assurée que les normes environnementales seraient respectées. Du point de vue environnemental, le projet a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social qui a pu démontrer que toutes les normes de rejet sont respectées et que les autres aspects environnementaux sont maîtrisés. L'inquiétude des habitants ne devrait pas s'apaiser. La centrale, une fois terminée, pourrait être agrandie et accueillir une seconde unité. À l'Afrique en marche, aujourd'hui, nous recevons une jeune femme qui a décidé de lancer sa propre entreprise il y a 5 ans. Son nom, Perle et Pagne. C'est une ligne de sacs, de pochettes et autres accessoires à partir de pagne. Et Sikojo, merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. En fait, tout est parti du fait que vous en aviez ras-le-bol de sentir les émanations des tissus qui brûlaient à côté de chez vous. Oui, bonsoir Dominique, merci pour l'invitation. Oui, il y a les couturières tout autour brûlaient à longueur de journée des chutes de tissus et je me demandais mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Il faut pouvoir en faire quelque chose. Donc on a commencé à les ramasser, on en fait de magnifiques sacs, de magnifiques pochettes, des jupes et l'aventure a commencé comme ça. Donc la passion aussi. Alors aujourd'hui, près de 5 ans plus tard, vous employez 16 personnes à temps plein. Ouais. La plupart du temps, ce sont des femmes. Le pari du presque 100% Togo est en passe d'être réussi? Oui, en tout cas. Le pari du 100% Togo est en passe d'être réussi. Le pari 100% Made in Togo, oui. Sur le marché aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui sont faites en pagne. On a vu comment l'Afrique a été mise en avant ces dernières semaines sur Paris, l'Africa Now et autres. Mais beaucoup de gens aussi font faire en Chine. Pourquoi est-ce qu'on ferait faire ailleurs ce que nous, on est capable de faire? Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais je pense qu'on y arrive. Et chez Perle et Pagne, c'est ça le pari. Arriver à créer de belles choses made in Togo. Alors dites-moi, vous avez fait HEC au Canada, puis vous êtes revenu au Togo pour travailler dans le privé, et puis vous avez lancé votre propre entreprise. Comment ont réagi les gens autour de vous quand vous avez dit que vous lanciez dans l'artisanat? Non, c'est pas évident, parce que l'artisanat n'est pas bien vu. Avec le parcours que j'ai eu, je pourrais très bien être dans un organisme international, m'asseoir dans un bureau. Ça fait beaucoup plus en Afrique d'être plus dans un bureau, des directrices, plutôt que vouloir se salir les mains. Et encore plus quand il s'agit d'artisanat. Et là, c'est la catastrophe. Même dans ma famille, au départ, les gens n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde comprend que c'est une passion. C'est même une grâce, comme j'ai l'habitude de dire. Et
ça se développe et je sens de plus en plus que les gens m'accompagnent. Surtout les clientes qui vont, qui reviennent. Et partout, vous avez des clientes, des boutiques à Abidjan, parce que justement, grâce au numérique et au digital, maintenant, on peut passer des commandes à travers de partout. Absolument. À travers la page Facebook, oui, le site Internet est en train d'être mis en place. Et on a fait plusieurs ventes et plusieurs expositions à l'extérieur, à Johannesburg, entre autres. Et maintenant, donc là, on est en alliance avec plusieurs boutiques aussi. Alors, vous m'avez dit, quand on préparait cette interview, la principale difficulté, en fait, c'est de former, d'apprendre à vos employés à coudre. Oui, alors c'est pas évident parce que même moi, je n'ai pas de background du domaine. J'ai plus, comme vous l'avez dit, un parcours. Couturière. Et voilà, pas du tout. Et je n'en ai pas eu non plus dans ma famille. Et les Nana Benz qui sont très famous au Togo, j'en ai pas non plus dans ma famille. Mais former est quelque chose de pas évident, déjà pour moi-même, mais en plus d'avoir la rigueur et de pouvoir enseigner ça. Donc mon rêve, c'est de pouvoir faire des alliances entre, on parle de plus en plus d'échanges Afrique et le Nord et le Sud, arriver à voir des artisans ici qui ont eu un énorme parcours et qui ont un savoir-faire et qui seraient prêts à venir nous le donner pour que nous, on puisse aller encore plus loin. Les idées sont là, la main-d'œuvre est là parce que les jeunes sont là, les femmes sont là. Il y a énormément de choses à faire. On a juste besoin d'un petit coup de pouce et je pense qu'on y arrivera. Eh bien, ici, Kodjo, voilà, l'appel est lancé. Bienvenue donc à tous les formateurs et tous les couturiers qui voudraient venir faire de la formation à Lomé, au Togo. Absolument. Merci Kodjo d'être venu sur le plateau pour nous parler de vos créations et bravo pour Perle et Pagne. Merci Véronique. Une victoire, main dans la main, ou presque. C'est un couple kényan qui a remporté le marathon de Paris. Purity Ryonoripo chez les dames et Paul Lionangata chez les hommes ont franchi la ligne en vainqueur à 15 minutes d'intervalle seulement. Une première dans un grand marathon, Thibaut Cavaillès. Il est arrivé 14 minutes plus tôt et a pu un peu récupérer. Mais elle est trop épuisée pour lui faire le bisou que l'on espérait. Paul Loniangata, 24 ans, Purity Ryonoripo, 23 ans, tous les deux ont plusieurs points communs. Kenyans, l'un comme l'autre, vainqueurs chacun dans sa catégorie de la 41e édition du Marathon de Paris, mais aussi mari et femme dans la vie. Paris est donc bien la ville de l'amour. Honneur aux dames, Purity Ryonoripo a réalisé un double exploit ce dimanche matin. 2h20 55 secondes pour remporter la course. Elle bat de près de 4 minutes son record personnel et réalise le meilleur temps sur le marathon de Paris. Pour son mari, la victoire a failli lui échapper pour une erreur. Attention, ça va très vite. Loniangata manque de rater l'avant-dernier ravitaillement. Il arrête sa course pour faire un rapide demi-tour. Résultat, quelques secondes de perdu. Ses compagnons de course s'éloignent, mais il parviendra à les rattraper, puis déposer tout le monde dans la fraîcheur du bois de Boulogne, à 6 km de l'arrivée. Il battra lui aussi son record personnel. Paris, sous une chaleur estivale, était à l'heure kenyane ce dimanche. 3 représentants du pays sur le podium masculin, 2 sur le féminin. Voilà, c'est la fin de votre Journal Afrique. Merci à vous qui nous suivez depuis Lomé, Treichville ou Bujumbura. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.